Salut à tous, bienvenue donc sur l'Entrepreneur Lifestyle, Thierry, #Henry, épisode donc 182. Aujourd'hui donc je vais te parler donc des 7 sources de revenus pour être financièrement indépendant. Donc en général la vraie phrase c'est 7 sources de revenus qu'utilisent et qu'ont les millionnaires. Mais souvent le terme millionnaire choque un peu, donc on va changer. Indépendance financière, ça passe mieux en France. Donc ça va être épisode en solo. Je vais te parler donc des 7 sources de revenus. La moitié tu les connais, hein. C'est assez classique. Et puis le reste, on va aussi le mettre en corrélation avec l'année 2022, où on a donc bien sûr le Web3, les NFT, enfin tout ce qui est moderne, parce que ces informations-là datent un peu. On en parlait donc déjà il y a 10-20 ans, que ce soit Robert Kiyosaki, Tom Corley, enfin il y en a plein. Même moi j'ai fait un article il y a 2 ans dessus. Là je vais te le mettre en corrélation avec tout ce qui vient d'arriver, aussi malheureusement la guerre, enfin tout ce qui est... et pourquoi ça peut être intéressant de s'y intéresser, de se dire où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut faire. Je te dis tout, après on va remercier le sponsor. DeGiro est mon nouveau partenaire donc, pour le podcast cette année, donc en 2022. Je suis donc sur DeGiro depuis 2020 et j'en suis très content. C'est pour cela que je t'en parle aujourd'hui. Avec DeGiro, tu vas pouvoir investir à ton rythme, même avec un petit budget. Les commissions sont très basses et parfois il n'y en a pas. En Europe, il n'y a pas mieux. Donc DeGiro t'offre un ensemble de services pour te former et apprendre à investir en bourse. Leur plateforme est sûre et sécurisée. Pour finir, ils disposent aussi donc d'une licence bancaire. Avec DeGiro, tu peux commencer tout de suite à acheter des actifs pour faire travailler ton argent. Donc pour essayer gratuitement, donc tu vas sur thierry-du6henry.fr/DeGiro, DEGIRO, donc thierry-du6henry.fr/DeGiro. De retour après avoir donc remercié le sponsor, donc comme je disais, un épisode en solo où on parlait donc des 7 sources de revenus que tu peux donc avoir si tu veux tenter de devenir financièrement indépendant et millionnaire, plus que ça. Souvent, tu n'utilises pas les 7. Hein. Si tu as les 7, c'est bien pour toi. Donc, c'est plus rassurant par rapport à la période où on est actuellement. Sinon, donc, tu peux en avoir la plus grande partie. En fin de compte, c'est souvent 2 ou 3. La moitié, tu les connais, comme je l'ai dit avant. Tout le monde les connaît, mais c'est bien donc de tous les connaître. Si demain, tu as une petite idée, tu peux donc rajouter des sources de revenus. Donc, pourquoi, en fin de compte, en 2022, avoir cette source de revenus? Ou au moins s'en rapprocher? Il y a plein de raisons. La première, je te dirais, vu ce qui s'est passé avec le Covid, donc tu peux te dire que quand tu avais une seule source de revenus, tu pouvais dire que surtout que la plupart des gens, en grande partie, donc, ont soit un revenu donc, de leur activité indépendante ou de leur activité salariée. Mais ça, donc, c'est à risque. Hein. Si tu n'en as qu'une seule, tu sais ce qui arrive si on te la coupe. Et quand tu en as 4, 5 ou 7, tu sais que c'est déjà plus rassurant, tu sais que tu peux rebondir. Donc le fait de diversifier ses revenus, hein. On dit souvent cette phrase-là qu'il faut pas tout mettre ses yeux dans le même panier. Surtout quand t'es riche, quand t'as pas les moyens, moi je le dis toujours, je reprends la phrase de Andrew Carnegie, qui dit qu'il faut tout mettre dans le même panier quand t'as pas les moyens et surveiller le panier. Ça, je trouve que c'est logique. Mais quand t'as vraiment beaucoup d'argent, tout mettre sur une seule activité, c'est un peu stupide parce que tu peux tout perdre. Donc, vaut mieux bien le diversifier, le mettre sur 7 sources de revenus différentes. C'est rassurant, c'est aussi intellectuellement intéressant, donc de pouvoir apprendre les différentes manières de gagner de l'argent. Et surtout, donc, il y a d'autres types de revenus, ce que je vais indiquer dans cet article, dans ce podcast, c'est la partie donc actif, les revenus actifs et les revenus passifs. Bien sûr, tout le monde part souvent des revenus passifs. C'est intéressant, bien sûr, donc de s'endormir, de se dire, comme dit Warren Buffett, on devient riche dès qu'on se réveille le matin, on devient plus riche. Donc on a laissé l'argent travailler pour soi. Donc ça, il y a différents moyens, différentes sources. Et ensuite, t'as aussi l'actif qui est souvent très intéressant parce qu'on a l'argent tout de suite. La différence donc du passif, c'est que souvent quand on a l'actif, comme on travaille pour ça, en grande partie, qu'on a une compétence, une expertise, on a l'argent tout de suite. On n'a pas à attendre trop longtemps. Mais dans tous les cas, ce que tu vas voir dans cet article-là, c'est qu'il faut souvent donc avoir plutôt une vision long terme qu'une vision court terme, et que le court terme ça peut être que sur les actifs. Donc voilà pour cette partie là. Donc tu l'auras compris, les avantages en fin de compte d'avoir donc différentes sources de revenus sont aussi le fait que c'est plus facile de s'enrichir avec plusieurs sources de revenus, parce que donc même si en général on dit qu'il faut être focus, mais là comme certains sont passifs, donc tu vas les faire travailler tout seul. Donc c'est souvent ce qu'on appelle donc l'effet cumulé, l'effet composé, enfin ça dépend comment tu le cites, que ce soit en bourse et dans d'autres domaines. Donc les gros avantages bien sûr c'est donc d'avoir un actif donc qui va générer, qui va nous dispenser de dépendre entièrement d'un salaire. Donc aussi donc ces flux de revenus passifs, le jour où tu vois que ta situation est un peu meilleure, tu peux te dire je vais peut-être moins travailler et plutôt faire travailler mes compétences et mes connaissances et mon cerveau pour trouver des moyens
et de gagner donc un peu plus d'argent sans avoir à travailler trop longtemps. Surtout comprendre l'âge, hein, si tu essaies donc de créer ces revenus et que tu as 30 ans, 40 ans, ça va, mais quand tu as 50 ans, tu es peut-être un peu fatigué et tu n'as pas envie de mettre des efforts physiques pour gagner plus d'argent. Ensuite, donc, ça protège aussi donc des réalités financières. Comme je l'ai dit, donc la crise, actuellement, on est rentré en guerre. Donc ces événements-là peuvent pas être rassurants, peuvent aussi bloquer ton business, arrêter ton business, perdre des clients. Donc tout ça, tu es moins stressé, tu avances tranquillement quand tu as donc des revenus qui sont passifs ou actifs, mais donc de faire un mélange des deux. Et en plus, c'est aussi la meilleure moyen, bien sûr, donc de bâtir ton patrimoine, parce que donc tu peux donc retirer de l'argent un peu partout, en prendre une partie et le stocker pour créer du patrimoine. Je vais te citer donc les 7 sources de revenus les plus connues pour ceux qui veulent devenir indépendants financièrement, ou donc les plus connus pour ceux qui veulent devenir indépendants financièrement, ou donc devenir millionnaire et plus. Bien sûr, une partie tu les connais, hein. Donc le premier, donc c'est des revenus gagnés donc par le salaire. Et quand je dis salaire, en fin de compte, c'est aussi donc même quand on est freelance, hein, c'est assimilé à salaire. Malheureusement, dans ces cas-là, c'est bien et pas bien, mais il faut donc automatiquement utiliser ton temps pour pouvoir donc gagner cet argent-là. Donc c'est ce qu'on appelle donc en général ce qu'on appelle les revenus mensuels, hein. Donc c'est ce qu'on appelle l'emploi principal. Donc souvent elle est basée, comme je dis, donc sur les taux horaires. Les primes et les commissions donc rentrent dans ce cadre-là, donc un commercial. Et tous ceux qui sont donc commissionnés, qui ont des primes, c'est aussi pour un gros avantage, puisqu'ils peuvent en placer plus sur tout ce qui est revenus passifs. Donc ces revenus, parce que c'est toujours important, j'ai beaucoup en parlé donc ici, donc ces revenus qui sont assujettis à l'impôt. Donc après, donc selon bien sûr les niveaux, on peut donc en payer moins. Donc parce que c'est pour s'enrichir, on sait très bien qu'il faut donc tout faire pour payer le moins d'impôts, mais par rapport à tout ce que j'ai parlé avant, donc c'est selon les pays entre 40 et 50% donc de cette partie-là qui est pris en impôt quand on est salarié. Ensuite, on a donc les revenus de société, quand on a créé une société. Donc c'est en plus donc des revenus donc du travail classique, hein. On peut donc recevoir des revenus supplémentaires par des entreprises comme mon cas, donc qui est donc ce qu'on appelle des side hustles, que ce soit un blog, que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit une laverie, enfin tout ce qui est une activité qui prend pas tout le temps et qui n'est pas salarié pendant qu'on n'est pas là, ça travaille. Même si aussi on peut le faire en travaillant en quelques heures, mais on ne travaille pas beaucoup. Donc on peut avoir la même rémunération qu'un salaire si on travaille bien, on fait bien les choses, en travaillant un peu moins. Parce que c'est des choses qui peuvent travailler tout seul comme des blogs et tout ce que j'ai indiqué avant. Donc on peut en avoir une seule ou plusieurs, hein. Donc c'est aussi selon ses compétences et son envie. On peut avoir plusieurs blogs, plusieurs niches, plusieurs sujets, faire de l'affiliation, du dropshipping, de l'Amazon FBA, enfin tous les business qu'on peut faire avec 5 ou 10 heures par semaine. Au début, bien sûr, ça va être difficile de générer beaucoup d'argent, mais donc par les revenus de salaire, on peut mettre de l'huile sur le feu, entre parenthèses, pour augmenter donc la capacité. Et nous-mêmes aussi, on apprend des choses comme dit Jim Rohn. Vaut mieux travailler donc sur soi que sur son travail. Donc là, on travaille sur ses compétences marketing ou ses compétences qui liées à ce side hustle qu'on a créé, ce business sur le côté. Et ensuite, on peut tout doucement se développer après 1 an, 2 ans, 3 ans et continuer donc à ajouter un revenu supplémentaire qui ensuite peut même se transformer tout simplement en société classique et puis quitter son travail pour prendre ce travail-là dès qu'on a atteint des revenus qui sont conséquents, qui ressemblent à ce qu'on avait avant. Et souvent, la moyenne, c'est environ 2 à 3 ans pour avoir le même revenu qu'on avait avant en tant que salarié, et même plus. Le troisième, donc, c'est les revenus d'intérêt, hein. Donc, c'est les revenus, en fin de compte, qu'on perçoit sur l'épargne, soit d'un compte bancaire. Bon, c'est pas un compte bancaire classique parce qu'on n'a pas grand-chose. Donc, c'est plutôt des comptes où on peut avoir des taux, où on prête de l'argent. Donc, l'intérêt dans ces comptes-là, c'est plutôt, en fin de compte, de faire des financements. Donc, de devenir un peu les sociétés spécifiques où on prête son argent. Donc, on devient une sorte de banquier professionnel où on prête de l'argent à des entreprises et on a souvent des taux autour des 10%. J'avais fait un épisode dessus, donc je mettrai le lien dans le résumé, où quand on a un capital et qu'on aime prendre le risque, on prête, donc comme j'ai dit, donc cet argent, on passe par différentes sociétés. C'est un peu c'est du crowdfunding d'entreprise, hein, simplement, ou immobilier, et on prête cet argent-là et on a donc des retours sur investissement, sur les intérêts et sur donc le remboursement donc du prêt, simplement. Ensuite, on a donc le quatrième point, donc les revenus des dividendes. Un que j'aime beaucoup, j'ai commencé il y a très peu de temps, même si je l'ai fait avant, mais j'ai mal fait les choses. Donc, comme ceux qui me suivent savent que j'ai une société depuis près de 12 ans, plus de 12 ans même, que ce que je dis, 12 ans, où je suis actionnaire, mais j'ai mal fait les choses, donc j'ai jamais reçu de dividendes, précisément. Et que depuis 10 ans, si j'avais bien fait les choses, en étant majoritaire, on est en signe impact d'associé, je retrouverais des dividendes tous les ans,
Pas grand chose, hein, peut-être 5 ou 10 000 euros, mais c'est toujours bon. Pas grand chose, hein, peut-être 5 ou 10 000 euros, mais c'est toujours bon à prendre. Après, donc, le but, c'est d'avoir donc plusieurs sociétés comme ça, et soit en fonction de le faire directement avec la bourse, donc faire ce qu'on appelle des actions à dividendes, ce que je fais aussi donc tous les mois, je mets un petit montant tous les mois qui est automatisé sur des actions françaises et américaines, sur un peu d'ETF, et donc j'ai des dividendes, j'en ai par mois, par trimestre et à l'année, et donc ces dividendes-là, je les réinvestis pour bien sûr faire l'effet cumulé et donc augmenter donc la possibilité en fin de compte d'avoir des comptes assez élevés avec 6-7 chiffres sur le long terme. Ceux qui connaissent cette technique-là, je mettrai aussi des liens, c'est une technique sur le moyen long terme qui est très intéressante et qui bat quasiment toutes les formes d'investissement, même s'il est vrai que c'est risqué parce qu'il faut connaître les entreprises, il faut s'y connaître un peu en bourse, mais comme c'est automatisé, c'est de l'argent qu'on est prêt à perdre, qu'on garde même pas, on laisse couler, on laisse avancer. Et comme j'ai dit, avec les ETF, c'est moins risqué parce que c'est un mélange de sociétés. On peut même maintenant, actuellement, donc le faire sur certaines actions de crypto. Encore plus risqué parce qu'on connaît pas. On a moins de recul. Il y a beaucoup de volatilité. Donc il faut faire attention à ce qu'on appelle c'est un peu ce qu'on appelle le stacking. Un peu différent des dividendes, mais voilà, il y a des choses qui arrivent, donc c'est très intéressant, il faut s'y intéresser. Je mettrai donc le lien vers mon partenaire Coinbase pour ceux qui veulent s'inscrire et commencer à tester et faire des formations par rapport à ce type de société. Et pour finir, bien sûr, je l'ai dit un peu avant, quand on est même aussi actionnaire de sa propre société où on travaille dedans, moi je l'ai fait en tant qu'associé minoritaire, mais en tant qu'associé, on peut bien sûr se payer un salaire sur sa société, mais aussi se payer des dividendes. Si on a fait donc une belle année, on peut se payer, prendre 50 000 euros, 100 000 euros, se payer en dividende d'un coup, ou sinon le payer en divisant par 2, et tous les mois, on a en plus d'un salaire, un dividende. Et donc c'est très intéressant, parce qu'en plus en général, on paye moins d'impôts sur les dividendes. Donc ça fait un double salaire. Salaire de la société, plus les dividendes, et plus les frais qu'on se paye sur une société. Le 5e point, donc les revenus de la location. Donc ça, bien sûr, c'est le revenu en fait de nos investissements immobiliers, hein, qui est en plus des actions en bourse, l'un des investissements préférés dans le monde des gens qui réussissent, et donc des Français aussi. Ce qui peut faire un peu peur souvent, en fin de compte, c'est le côté, en France, le locataire est très bien protégé, mais il y a plein de façons d'investir sans prendre ces risques-là. Dans les locaux commerciaux, il y a peut-être moins de ces problèmes-là, parce que les gens restent plus longtemps, faire des locations saisonnières ou sinon donc en colocation, il y a plusieurs locataires, donc on est sur plusieurs têtes. Donc voilà, j'ai fait plein d'épisodes dessus, je mettrai les liens pour ça. Donc je vais quand même te préciser, si tu es un newbie, tu connais pas trop l'investissement locatif, donc tu achètes un bien, tu es propriétaire, ou plusieurs biens, et donc tu commences à percevoir des revenus de la location de ton bien. Donc c'est des revenus supplémentaires à ton salaire, tu peux rester salarié, même c'est même mieux pour investir et acheter, et tu reçois donc tous les mois des revenus. Et plus tu en as, mieux c'est. Voilà, simple que ça. Et plus tu en as, mieux c'est, parce qu'en fin de compte, tu peux ensuite déléguer et donner des frais à des gestionnaires, parce que ce qui est compliqué au début, ce qui fait peur, c'est la gestion des biens, mais quand tu as les moyens donc de déléguer, tu peux commencer donc à prendre une partie donc de tes gains pour embaucher des personnes, pour t'aider, de tes gains, pour embaucher des personnes, pour t'aider, que ce soit donc plutôt des indépendants, pour la gestion du bien, laver les biens et tout ce qui va avec. Et en plus de ça, ça va être le point qui va arriver après. Donc en plus de ça, tu vas automatiquement faire ce qu'on appelle des gains de capital. Donc il y a plusieurs façons de faire. Donc là c'est le 6e point, faire des gains de capitaux. Donc c'est plus simplement en fin de compte quand tu as acheté un bien immobilier, mais on peut le faire avec d'autres actifs. Hein. Tu as acheté un bien, tu l'as acheté il y a 10 ans, tu as remboursé donc le prêt. Quasiment, le bien il valait 100 000, après 10 ans il vaut 250 000. Et bah, automatiquement quand tu vends, tu as un gain de capital. Parce que tu l'as acheté à un moment. La différence par rapport à ce que tu l'as acheté, ce qui va maintenant, c'est ce qu'on appelle le gain de capital. Tu peux le faire en bourse, tu peux le faire dans différents domaines, même une société qui a acheté 100 000 euros qui vaut maintenant 1 million, ta part a augmenté, tu la revends. Voilà. Donc c'est un élément assez important, on peut gagner très bien sur le long terme. Ce qui est bien, c'est en compte de prendre ce capital, de le réinvestir, hein, parce que c'est vrai que dès qu'on le prend, on est taxé. On est même très bien taxé, bien sûr, après les structures dans lesquelles on est, hein, holding ou non holding, France ou pas. Mais donc ces gains de capitaux, donc c'est mieux quand ils sont réinvestis, tels que dans des choses comme l'or, le bitcoin et les crypto-monnaies, dans l'art, dans d'autres actions d'entreprise ou des prêts, ce que j'ai dit avant. Donc ça, c'est des revenus gagnés, donc voilà pour cette partie. Donc les gains de capitaux sont assez importants, il faut pas hésiter à être patient. La plupart même des investisseurs qui en général après on leur demande comment ils ont gagné leur vie, est-ce qu'ils sont contents, ils disent souvent quand ils ont acheté un bien immobilier ou une action qu'ils n'auraient jamais dû la revendre. Souvent c'est parce qu'on a une opportunité de la vendre, parce qu'il y a un gain assez important, ils revendent pour récupérer le cash et réinvestir. Mais souvent ils se disent que ils auraient préféré garder tout l'argent, ne jamais le vendre, parce que voilà, quand on a des actifs, la plupart du temps ils s'apprécient sur le long terme. Des fois on est appâté par la différence par rapport qu'on a acheté, mais si on le garde très longtemps, comme la plupart des grands investisseurs, 10, 20 ans et plus, on a vraiment un capital et des moyens énormes. Et donc,
comme il peut, mais le mieux, c'est même plus souvent donc de pas vendre, de garder ses biens toute sa vie. On sera content d'en avoir acquis. Mais il est vrai qu'en France, des fois, il est difficile, donc quand on arrive à un niveau, donc de pouvoir racheter, donc on vend le capital pour pouvoir racheter, pour pouvoir avoir du cash, parce que c'est mieux, comme on dit, on prête corrige, donc quand on a le cash dans les mains, ça motive souvent les banquiers, les partenaires à redonner à une personne qui a de l'argent. Donc le dernier point, donc c'est les redevances. Donc sur la redevance ou les licences, ce qu'on appelle les droits de licence, donc les royalties, pour être précis. Donc moi qui ai écrit un livre, j'en parle souvent, mais qui ai écrit un livre, donc c'est le seul royalty que je peux toucher. Pareil, je touche des revenus de mon livre tous les mois, précisément tous les mois par Amazon. Si j'étais donc par un autre moyen, donc par une maison d'édition, pareil, je crois que c'est tous les ans eux. Donc voilà, il y a d'autres moyens bien sûr. Maintenant on peut le faire avec les NFT bien sûr. Ceux qui ont écouté l'épisode, donc je mettrai le lien vers mon épisode, où maintenant grâce au Web3 on peut donc détenir en fin de compte des non fungible tokens, où on a en fin de compte tous un droit, soit en tant qu'auteur qu'on a créé, donc on aura des revenus à vie, soit on a acheté donc les biens, on fait partie donc de cette communauté, et quand on revend, on pourra donc faire un gain sur cette somme. Donc c'est souvent lié donc à la créativité. Donc quand on est artiste dans d'autres domaines dans la musique, c'est comme ça qu'ils touchent leur vie. Donc quand ils sont dans la musique, donc ils touchent des royalties. Quand on est auteur, donc c'est vraiment tout ce qui est contenu musical, photographique, tout ce qui est artistique. Donc si tu as des compétences, c'est bien. Sinon, tu peux donc aussi t'associer avec ces personnes-là ou créer des structures pour toucher des revenus grâce à ce domaine. Souvent, malheureusement, si on n'est pas un grand artiste, c'est pas des revenus qui sont extrêmement importants, mais c'est des revenus qu'on gagne pendant qu'on dort. Et donc, bien sûr, il faut multiplier les œuvres. Si on a les compétences pour écrire, donc écrire tous les ans. Si on sait écrire donc de la musique, donc écrire de la musique et être rémunéré par Spotify ou par son label de musique. Des photographies pareil, voilà. Et tout type, il faut juste bien sûr avoir du talent, produire assez souvent et avoir donc bien sûr des productions de qualité. Et donc c'est comme je dis, un revenu supplémentaire en plus de ceux qu'on a cités avant. Donc si on arrive à cumuler toutes ces sources de revenus, c'est assez important et extraordinaire. Conseil pour aider donc à créer ces revenus, parce que souvent ces revenus sont pas créés par hasard. Et le meilleur moyen souvent c'est de commencer par les revenus. Les deux premiers que j'ai cités, donc c'est les revenus des actifs, donc du travail. Donc c'est travailler plus au début. Et donc, surtout quand j'y travaille plus, c'est tout faire pour gagner plus. En France, il me semble que le salaire médian est entre 1600 et 1800. Mais si on peut gagner le double ou le triple, et qu'on sait donc minimiser, être minimaliste et prendre le maximum d'argent donc sur son salaire, donc 50, c'est un peu l'esprit FIRE ou Fat Fire, où on prend vraiment une bonne partie donc de son revenu. Donc si on arrive à toucher 3000 euros, on vit sur les 1000 et on prend les 2000 qu'on réinvestit soit en bourse, soit on cumule pour avoir un apport pour l'immobilier. Donc si on fait 2000 euros x 10, ça fait donc 20 000 euros. Ça donne un bon apport pour l'immobilier. On peut aussi donc, si on a les compétences pour donc investir pour créer donc des NFT par rapport donc à de la musique ou comme moi un livre, et automatiquement donc ensuite tout doucement cette partie-là qui est passive va commencer à grandir et à s'accumuler. On a donc nous les compétences de savoir être minimaliste, de pas trop dépenser. Toujours, chaque année, faire un moyen d'augmenter. Donc, si on gagne 3 000 à un moment, la deuxième année, si on peut gagner 3 500, 4 000, ça paraît facile comme ça, mais c'est plus compliqué que ça. Mais si on a des compétences dans un domaine, tout faire pour gagner le maximum, transférer là où on est expert le soir et le week-end, donc dans la finance, dans l'immobilier, dans l'affiliation, dans toutes ces méthodes-là, et ça va faire effet boule de neige. Et puis à un moment, soit on garde son boulot si on est content de son boulot, mais on a à côté donc de la sécurité, ou soit on réinvestit tout donc dans son actif, et quand on commence à avoir des revenus, on peut quitter tranquillement son salaire. Et souvent, en plus, quand on fait bien les choses, son revenu secondaire, donc sa structure d'affiliation, dropshipping devient donc assez grosse, et on peut donc transformer un side hustle en revenu classique, on va dire, en revenu classique, on va dire, entre parenthèses, et avoir donc un salaire plus des dividendes. Donc quand on dit donc réduire ses dépenses, donc ça paraît toujours assez compliqué, mais on peut faire comme l'ont fait certains de mes invités sur le podcast, qui vont vivre à l'étranger quand ils peuvent, quand ils n'ont pas d'enfants. Même avec les enfants, c'est possible aussi. Trouver un logement plus petit. Changer donc, partir de l'Île-de-France pour ceux qui le peuvent, parce qu'il y a des villes en France qui sont très bien, où le loyer est 2 fois moins cher qu'à Paris. Donc il y a plein de solutions, c'est pas le but du podcast, mais c'est juste pour donner des petits conseils. Donc dans les actions, prendre le partenaire qui est cité pour le podcast et automatiser cette partie-là, parce que souvent ça peut être chiant, on n'a pas des compétences, on n'a pas envie de prendre tous ces risques-là. On sait très bien avec toutes les enquêtes que les rendements en fin de compte de la bourse sont très importants. En moyenne, si on ne vend pas, on perd pas, entre parenthèses, donc c'est souvent entre 6 et 8%. Il faut donc prendre certaines actions et investir toutes les mois la même somme ou augmenter, et ne pas y penser, mettre de côté. Ce qu'on appelle l'investissement paresseux.
Soit on les fait directement nous-mêmes, des fonds indiciels, des fonds spécifiques qui vont donc le faire pour vous, ou acheter donc directement 2-3 ETF qui sont les mêmes et ne pas changer de stratégie. Et on peut même ensuite après prendre un robot, alors ce qu'on appelle les robots conseillers qui vont donc tout simplement investir pour vous. Et c'est pas de la spéculation, c'est vraiment un investissement de long terme pour accumuler du capital. L'immobilier, on en a parlé, on peut le faire donc par l'immobilier classique, on va acheter donc des biens par soi-même. On peut le faire avec donc ce qui est plutôt à la mode et qui est très rentable, donc les locations donc seniors, locations courte durée, locations donc les colocations qui sont plus rentables, mais ça prend quand même du temps. Ou sinon faire du crowdfunding immobilier avec les différentes structures que je vais citer donc dans l'épisode que j'ai fait il y a 2 ans. Donc je mettrai le lien dans le résumé. Donc pour finir sur cette partie-là, je finirai par plutôt les produits numériques qui sont aussi donc des revenus passifs, qui sont un mélange donc de side hustle et donc de création donc d'actifs. Hein. Donc comme j'ai dit, moi j'ai créé un livre, donc il est en e-book, en numérique. On peut aussi donc créer aussi donc des mini books. J'ai fait un épisode sur le Amazon KDP qui est très très intéressant. Et là, donc, automatiquement, on a aussi donc tous les mois des royalties. Il faut donc créer bien sûr plusieurs contenus, mais il y a plein de choses qu'on ne fait pas attention. On peut aussi faire du prix on demande, vente de t-shirts. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui sont numériques, il n'y a pas besoin de stocker, qui sont très simples, qui sont pas très compliquées à première vue pour créer, mais ensuite, il faut bien sûr avoir des compétences de web marketer et avoir des idées originales pour pouvoir donc vendre à une communauté et vendre sur le très long terme. Et bien sûr avoir des revenus complémentaires et les ajouter à son revenu salarié, son revenu immobilier et si on fait de la bourse. Et donc si on cumule tout ça, bien sûr ça peut être vraiment très intéressant, ça prend du temps, il faut avoir sa tête un peu partout, mais si on aime ça, on arrive à se passionner. Donc voilà pour cet épisode, il y avait beaucoup à dire, j'ai vraiment aimé te proposer ce contenu-là. Si tu es un connaisseur, parfait, n'hésite pas à commenter, à partager, donner des conseils et dire ce qu'on peut faire. Sinon, n'hésite pas à réécouter, me poser des questions et voir si je peux donc tabler sur un de ces points-là pour développer un peu plus. Et je te mettrai aussi les épisodes que j'ai effectués sur ce domaine-là pour te renseigner et que tu puisses, toi, avoir une belle année 2022 et commencer à créer des sources de revenus. Je te dis merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets ma note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr, contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.